j'appuie juste là. Oui. Alors, nous reprenons. Merci beaucoup à Stéphane Maguire d'être avec nous. Stéphane Maguire est archéologue, spécialiste de l'islam médiéval. Elle est titulaire d'un doctorat obtenu à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne portant sur le commerce de l'encens dans la péninsule arabique et l'océan Indien entre le IVe et le XVIe siècle. Ses recherches portent sur l'histoire des parfums et des encens, en particulier leur circulation et leurs usages dans le monde musulman médiéval. Elle est l'auteure d'une dizaine d'articles sur le sujet, publiés en français et en anglais. Et aujourd'hui, archéologue chez Archaïos, elle est directrice de projets archéologiques en Arabie Saoudite. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici et de pouvoir dialoguer à la fois avec des spécialistes d'autres arts chronoculturels et aussi des professionnels de la parfumerie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage de l'encens, donc dans un rituel, mais pas dans un rituel religieux, puisque c'était intéressant parce que tout à l'heure, Thomas Fontaine posait la question de l'usage profane de l'encens dans la Grèce antique. Eh bien, on peut indirectement répondre avec l'exemple d'un usage profane dans le monde musulman. Contrairement à Adeline Grand-Clément, qui n'a quasiment que les sources textuelles pour travailler, on a la chance, quand on travaille sur l'islam médiéval, d'avoir aussi, de pouvoir voir de nos propres yeux certaines traditions qui sont toujours pratiquées. Et c'est le cas notamment du rituel de l'hospitalité dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce rituel, il est attesté dans les sources textuelles médiévales, mais si vous vous rendez aujourd'hui en péninsule arabique, vous pourrez aussi l'expérimenter. Donc je voudrais partager cela avec vous aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ce rituel, en quoi il consiste, comment il a évolué au cours du temps à travers les quelques exemples de pratiques actuelles, et puis quel est le sens de ce rituel qui est, je le répète, un rituel profane. En effet, donc, il y a des usages religieux de l'encens en islam, mais l'islam a cette particularité de ne pas être une religion liturgique, c'est-à-dire que vous avez la grande prière du vendredi midi, où l'imam prononce le sermon, la khutba, mais il n'y a pas de liturgie comme dans le christianisme, pour prendre un exemple peut-être qui parlerait à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde vient à la prière, à la messe, si vous voulez, le vendredi. Les gens prient, l'imam fait son sermon, et voilà, c'est pas accompagné spécialement de chants, c'est pas accompagné de prières particulières, ni d'autres éléments comme l'encensement, par exemple, du lieu. Pour autant, on sait que les mosquées ont été et sont toujours parfois parfumés. Des lieux sacrés aussi en islam sont parfumés, comme la Kaaba, qui est le lieu du pèlerinage à la Mecque. Elle est régulièrement nettoyée et enduite d'onguents parfumés, tout comme le dôme du Rocher à Jérusalem. Mais donc là, un rituel tout à fait profane, quoique Isabelle Chazot parlait de la définition de rituel. On est dans un cas où on est à la fois dans un rituel assez quotidien, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est rituel dans le sens où il est ritualisé, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, c'est un événement, c'est quelque chose d'important au sein de l'accueil que l'on fait aux étrangers ou aux invités en général. Donc c'est en cela qu'il est intéressant. Peut-être une évidence, mais pourtant, je pense que c'est important de le rappeler. Bien sûr, l'hospitalité n'est pas quelque chose de
propre à l'islam. C'est évidemment un devoir envers des invités, des étrangers ou des gens de sa famille ou des amis qui quasi universel. Donc Philippe Bornet, dans son ouvrage très intéressant qu'il consacrait à ces rituels de l'hospitalité dans les religions juives et chrétienne, donc il faisait des parallèles, définit l'hospitalité comme le fait d'accueillir temporairement un étranger, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur, on dirait au cercle proche, intime. L'hospitalité, c'est un devoir qui est attesté dans les sources mésopotamiennes de l'âge du bronze, du deuxième millénaire avant notre ère, où on sait par les textes que les invités sont accueillis avec de la nourriture et des vêtements donc, qui leur sont offerts. On retrouve ce sens de l'hospitalité dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous avez l'accueil par Abraham des anges. Donc, il leur offre à manger du veau. Vous avez aussi le fameux épisode dans la Genèse de Sodome et Gomorrhe, puisque, faut-il le rappeler, ces deux villes sont punies, non pas pour leur mode de vie, mais parce qu'elles ont refusé l'hospitalité aux anges qui étaient venus les visiter. Et Lot est épargné parce que lui, justement, a rendu ce devoir d'hospitalité aux anges. Évidemment, on trouve ce principe dans la Grèce ancienne, c'est le terme xénia, ou le terme de hospitium dans la Rome ancienne. Et en islam, dans le Coran, ce devoir d'hospitalité est également important. On le retrouve notamment dans 2 sourates. La sourate de la vache qui rappelle l'importance de l'hospitalité qui est due envers les étrangers. C'est en effet une des vertus cardinales aussi du mode de vie bédouin. Dans des régions qui sont quand même pour le moins inhospitalières, accueillir des étrangers en leur offrant de l'eau et de la nourriture, c'est presque une question de survie. Et on retrouve aussi en écho à l'Ancien Testament, dans la sourate 11, El-Houd, du nom d'un prophète, on retrouve cet épisode donc d'Abraham qui accueille les anges et comme dans l'Ancien Testament, il leur offre à manger, il leur offre du veau, pour être plus précis. Donc cette vertu de l'hospitalité, qui est donc un principe déjà pré-islamique, prend aussi un sens nouveau dans le cadre après l'essor de l'islam. Donc on sait par les sources textuelles que ce rituel de l'hospitalité est très important et que l'un des éléments de l'hospitalité, c'est de parfumer ses hôtes et d'offrir des parfums et de recevoir dans une pièce qui est parfumée. Donc, j'ai mis ici quelques exemples. Par exemple, on sait par les sources textuelles que lors du mariage du calife Omar bin Abdelaziz, qui a régné au début du 8e siècle, donc un calife omeyyade, que 20 000 dinars, donc, qui est une monnaie en or, donc une somme considérable de raliya, a été brûlée. Donc la raliya, c'est ce parfum qu'on connaît par des recettes, des textes médiévaux qui nous sont parvenus, donc c'est un mélange d'encens donc il y a plusieurs produits qui sont mélangés, mais le cœur de ce mélange, c'est l'ambre gris, qui est extrait qui provient du cachalot. Je reviendrai ensuite sur les produits utilisés en islam. Plus tard, au IXe siècle, à l'époque abbasside, nous apprenons par les sources textuelles que lors de son mariage, le calife Al-Mamoun avait pour recevoir ses hôtes lors de cet événement important, fait un usage très abondant de parfums. En particulier, on retrouve là l'ambre gris ainsi que du bois d'aloès ou oud, le bois d'agaloche. Originaire d'Inde. Donc
l'origine géographique est précisée dans le texte. Donc ont été aussi brûlés ou offerts sous forme d'huile parfumée aux invités. Ce même calife présidait tous les jeudis une séance de jurisprudence au cours donc il organisait pour cela un déjeuner, donc il invitait pour cela des légistes et d'autres savants, muallim. Et à la fin du repas, on apportait les brûle-parfums, en arabe majamir, qui est le pluriel de mijmara. Si jamais vous allez dans le monde arabe, vous retrouverez ce terme. Donc les objets circulaient, les cassolettes d'encens circulaient parmi les invités afin qu'ils puissent se parfumer eux-mêmes. Et je reviendrai aussi là-dessus. En ce qui concerne les pratiques actuelles, on peut illustrer cela de manière très vivante. Donc ça, c'est Al-Masroudi qui nous le rapporte dans son ouvrage « Les prairies d'or ». Enfin, on le sait, donc ce n'est pas une source à proprement parler historique. Là, il s'agit d'une source littéraire qui sont les Mille et une nuits, écrites plus tardivement que la période abbasside à laquelle elles font référence, puisque le calife des Mille et une nuits, c'est le calife Haroun al-Rachid, qui était un des plus grands califes du monde islamique et qui était le contemporain de Charlemagne. Donc dans ces Mille et une nuits, un conte en particulier est intéressant, c'est celui qui est intitulé « Le portefaix et les dames ». Donc il s'agit de raconter notamment une réception. Donc on nous fait avant toute la liste des courses pour cette réception. Donc pour qu'une réception soit réussie, il faut bien évidemment acheter différents mets, de la viande, des légumes, etc. Mais il faut aussi des parfums, puisque parmi cette liste des courses, on retrouve donc une bouteille d'eau de rose au musc, des grains d'encens, du bois d'agaloche, on retrouve ce fameux oud, de l'ambre, il faut entendre ici encore une fois, de l'ambre gris, et des grains de musc. Donc il n'y a pas de réception réussie. Vous n'êtes pas un bon hôte si vous n'offrez pas également, en plus évidemment du repas, des parfums. Donc on a ces sources textuelles qui nous rapportent cette pratique de l'accueil au sein des élites. On en retrouve également des exemples dans l'iconographie. Si vous avez une miniature du XVe siècle qui représente une scène de cour, donc c'est un détail de la miniature, donc c'est extrait d'un Shahnameh. Donc le Shahnameh, c'est cet ouvrage qui raconte, c'est une épopée qui raconte l'histoire des grands rois de la Perse antique. Et vous pouvez voir donc juste devant les musiciens, je ne sais pas si on voit la souris, non. Vous pouvez voir juste devant les musiciens ici un brûle-parfum en métal qu'on peut reconnaître. Donc il est tripode, il est sur 3 pieds, il est doté d'un manche. Et on peut faire des parallèles avec des objets, alors un peu plus anciens ici, du XIIIe siècle, qui sont ces petits brûle-parfums tripodes surmontés d'un dôme, qui étaient très en vogue au XIIIe, XIVe siècle dans le monde islamique. Donc quels sont les produits privilégiés dans le monde islamique et dans le cadre de ces rituels d'hospitalité? Donc là, à l'instar, je dirais, des sources antiques, les sources textuelles sont peu loquaces, à la fois sur les produits utilisés, sur la manière dont c'est utilisé et surtout la manière dont c'était perçu d'un point de vue olfactif. Donc là, il faut ou avoir de l'imagination ou bien voir ce qu'il se passe aujourd'hui. Les principaux produits que l'on connaît d'après les sources textuelles sont... Alors, il y a l'encens au Liban qui est produit donc dans le sud de la péninsule arabique, mais qui n'est pas forcément le plus souvent rencontré dans les sources textuelles. On a des produits qui proviennent du bassin méditerranéen, comme le mastic, la ciste, mais on a surtout des produits originaires de l'océan Indien et de l'Asie du Sud-Est, donc qui parvenaient dans le monde islamique par un commerce à longue distance et qui étaient très onéreux. Parmi ces produits, les plus recherchés étaient le oud, ou bois d'agaloche, qu'on retrouve, qui est un produit assez à la mode aujourd'hui dans la parfumerie
moderne, le bois de santal, l'ambre gris, donc qui est une concrétion du cachalot, et qu'on trouvait au Petit Bonheur la chance lorsque la matière première s'échouait sur les plages le long du rivage de l'océan Indien, et le musc qui provient d'Asie centrale, de la zone Tibet, qui est issu du daim porte-musc, les blades de Byzance qu'on connaît dans les sources grecques sous le nom d'onyx, en arabe athar at-tib, qui est pas très traduisible, mais en gros c'est at-tib, c'est le mot arabe pour le parfum. Et on trouve aussi le terme de bahour, qui est un terme générique qu'on peut traduire par encens, c'est-à-dire c'est toute matière qui peut être brûlée. Généralement, ce sont des mélanges de bois, d'huile parfumée et d'eau parfumée. Donc ici, je vous remets quelques photos. Vous avez des photos d'un boswellia en fleurs, comme vous pouvez le voir ici. Et différentes résines, la résine d'encens a cette particularité d'être de différentes couleurs suivant la période à laquelle l'encens est récolté et suivant la région où l'encens aussi, où les arbres croissent. Par exemple, ce qui est intéressant, plus vous êtes dans une région sèche, plus l'encens va avoir cette couleur translucide, jaune-vert. Plus vous êtes près du bord de mer, plus l'encens tirera vers le brun. Ici, vous avez deux exemples de résines d'encens qui proviennent de la même région, le Dhofar, dans le sultanat d'Oman, qui est une des principales régions productrices d'encens. Les arbres sont séparés peut-être par une 50aine de kilomètres seulement, mais vous avez d'un côté ici l'encens, lui, qui est issu d'un arbre sur la bande littorale, et à votre gauche de l'encens jaune qui, lui, provient de la région plus sèche du plateau qui est derrière et qui n'est pas arrosé par la mousson. Du bois de oud brut, je reviendrai là-dessus, et l'illustration de pistacia, puisque les pistachiers sont également très appréciés en islam. On trouve également l'usage de copal, qui est attesté, de benjoin et de camphre, benjoin et camphre originaires d'Asie du Sud-Est. Et parmi les plus précieux et les plus communs, on va retrouver l'ambre gris, anbar en arabe, et le musc. Ici, vous retrouvez les fameuses blades de Byzance, donc cet opercule d'un mollusque que l'on trouve dans l'océan Indien et la mer Rouge. Donc on connaît essentiellement ces produits par les sources textuelles. On a quelques exemples aussi retrouvés en contexte archéologique, mais c'est très peu. Mais pour information, on a retrouvé de l'encens au Liban, originaire soit du sud de la péninsule arabique, soit de la côte est de l'Afrique, jusqu'en Chine, dans des tombes de la période Song, donc du 12e, 13e à peu près. On sait aussi, donc on a une idée de la manière dont ces produits étaient utilisés grâce aux objets qui nous sont parvenus. Donc les plus communs sont les brûle-parfums. Je vais vous montrer quelques exemples dans lesquels on brûlait à la fois des résines, des bois odorants ou encore du musc, enfin des matières animales en général. Les bougies, donc ce que l'on sait, donc évidemment, elles ne nous sont pas parvenues en contexte archéologique. Là, on connaît les parfums utilisés dans ces bougies grâce aux sources textuelles, et c'est le musc et l'ambre gris qui reviennent le plus fréquemment. Et un autre type d'objet qui toujours fait partie de ce rituel de l'hospitalité sont les aspersoirs qui contenaient donc des eaux de rose ou de fleurs d'oranger, avec parfois des mélanges de safran ou de musc, comme on l'a vu dans l'exemple des 1001 nuits. Donc vous aviez à la fois des encensoirs qui circulaient parmi les autres, et puis des petits aspersoirs à eau parfumée avec lesquels les hôtes pouvaient aussi se parfumer. Donc comme je vous le disais, les sources textuelles nous décrivent finalement des rituels d'hospitalité et d'usage de parfums dans des contextes aisés, mais grâce à l'archéologie, on peut aussi imaginer que ce rituel de l'hospitalité et ces parfums
ou en tout cas certains parfums, sans doute moins onéreux que le musc et l'ambre gris, étaient utilisés dans les couches les moins aisées de la société. Donc on a vraiment un usage dans l'ensemble de la société musulmane médiévale. Donc ici, quelques exemples de brûle-parfums en terre cuite qui sont intéressants parce que ces objets retrouvés dans des contextes islamiques sont en fait des objets qui étaient déjà produits à l'époque nabatéenne. Donc on a aussi une permanence qui serait intéressant de creuser aussi là-dessus, de pratiques qui se transmettent de l'époque pré-islamique à islamique. Ici, quelques petits brûle-parfums qui viennent en haut du Yémen, enfin Arabie Saoudite et Yémen, et sur la droite, ils viennent d'Iran. Donc vous avez des motifs comme ces triangles excisés qui sont aussi communs à l'ensemble du monde islamique, du sud de la péninsule arabique à l'Iran actuel. Donc on a au fur et à mesure des conquêtes islamiques cette pratique de brûler de l'encens en contexte profane qui aussi se répand dans l'ensemble du monde islamisé. On trouve aussi des objets en pierre tendre, comme la chlorite, surtout pour les périodes entre les 8e et le 11e siècle. Donc ça, c'est une pierre qui est plus difficile à trouver que la céramique, qui est dans des contextes déjà un peu plus aisés, notamment des maisons de marchands. Donc vous avez ici, on retrouve des formes assez similaires, donc des objets qui sont sur 3 ou 4 pieds, plutôt 4 en général, dotés ou non d'un manche. Ici, vous avez un exemple qui provient de Amman en Jordanie et l'autre qui provient de Suse en Iran. Donc là aussi, hein, on peut voir qu'on a un usage qui est commun à l'ensemble du monde islamisé. Ce sont des objets et des produits parfumés qui circulent par les routes commerciales maritimes, mais aussi par les routes de pèlerinage. Ici, vous avez un exemple, ce sont les routes irakiennes, l'une partant de Koufa en Irak et l'autre de Bassora. Donc le pèlerinage est un des devoirs de tout musulman, de se rendre à la Mecque. Et comme vous pouvez le voir, pour pouvoir réaliser ce devoir, les différents pouvoirs musulmans, les califes, ont mis en place des routes qu'ils ont aménagées avec des citernes, des hôtels, etc., pour faciliter la réalisation de ce pèlerinage. Et donc, on a sur ces routes à la fois des pèlerins qui circulent, mais aussi donc, des produits du commerce, parmi lesquels des brûle-parfums et des parfums, même si on n'en a pas retrouvé en contexte archéologique. Et enfin, pour revenir, disons, aux élites de l'époque islamique, on a évidemment de nombreux objets qui témoignent d'un usage de ces parfums au sein des cours princières. Alors ici, un exemple aussi d'un objet intéressant qui donc est conservé au musée du Louvre, qui date des 8e, 9e siècles. C'est un brûle-parfum en bronze qui a été réalisé en Égypte. Et ici, on peut déceler l'influence chrétienne, copte, dans cet objet, puisque, par exemple, si vous allez au musée du Moyen-Âge à Cluny, vous pourrez trouver un objet très semblable, mais surmonté d'une croix chrétienne, parce que c'est un objet, c'est un encensoir, cette fois, chrétien. Donc là encore, on peut voir la porosité à travers la culture matérielle entre les civilisations islamiques et chrétiennes notamment. On pourrait aussi parler des influences de la religion juive, hein, bien sûr. Et ici, un autre exemple. Je vous ai mis qu'un exemple, sinon je pourrais faire une présentation aussi là-dessus. Vous avez à l'époque Seljouki, donc aux environs du 11e, 12e siècle, une importante production de brûle-parfums zoomorphes, soit en forme d'oiseau, comme cet exemple, en forme de faucon conservé au Louvre, soit en forme de félin qu'on identifie comme des lions ou des caracals. Et ces objets étaient associés donc à la fonction princière. Et ils étaient aussi sûrement utilisés lors de réceptions princières. Donc ce sont des objets précieux, généralement en bronze ou en alliage
de métal avec donc soit des pattes de verre, soit des pierres précieuses en incrustation et qui étaient sans doute employées pour brûler des parfums aussi précieux que le musc qui sont aussi des symboles de la royauté. Quelques exemples d'aspersoirs, on les appelle de manière générique aspersoirs à eau de rose. Évidemment, ils ne contenaient pas nécessairement que de l'eau de rose. Comme je vous le disais, la fleur d'oranger était aussi très appréciée et ces eaux parfumées pouvaient être aussi mélangées à d'autres parfums comme le safran ou le musc. Donc on a aussi l'influence de l'Antiquité qui se voit à travers les productions en verre, comme sur cet exemple d'aspersoir produit en Syrie et en Égypte. Ici, cet exemple illustre plutôt l'influence perse, de la Perse sassanide. Donc c'est un objet en bronze ou en métal, en alliage cuivreux qui date des 10e, 11e siècles. Et qui contenait aussi une eau parfumée. Donc vous avez toutes ces bouteilles qu'on retrouve pareil, dans l'ensemble du monde islamique. Et ici, juste une illustration, puisque vous avez l'accueil de Zal. Donc c'est un autre épisode du Shahnameh, donc de cette épopée perse, avec Roubada qui accueille son bien-aimé. Et vous avez à l'arrière-plan des servantes qui tiennent un encensoir et un aspersoir à eau de rose pour accueillir le prince comme il se doit. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc, qu'en est-il de ce rituel aujourd'hui ? Eh bien, ce rituel de l'hospitalité, si l'on met de côté juste l'introduction du café, qui est un produit qui est introduit dans le monde islamique dès le XVe siècle et qui va ensuite, par l'intermédiaire de l'Empire ottoman, aussi circuler en Europe. Ce rituel a très peu changé. Comme vous pouvez le voir, alors ici c'est intéressant parce qu'on a bien l'association, donc c'est une photo prise au musée de la Révolution de 1920 à Nadjaf en Irak. C'est un musée aussi des cultures populaires. Vous avez l'association cafetière et encensoir qui montre bien que aujourd'hui, lorsque vous êtes reçu, on vous offre le café, les dattes. Vous avez les brûle-parfums dans lesquels on brûle les encens et avec lesquels les autres se parfument. Et bien sûr, les aspersoirs à eau de rose. Ici, vous avez un exemple en cuivre. Et vous avez même des petits aspersoirs individuels, comme ici avec les petits grelots. Pareil en Arabie Saoudite, ici un exemple d'un musée des arts populaires. Vous pouvez voir l'association des cafetières, des brûle-parfums modernes et des aspersoirs à eau de rose. Cela illustre aussi à quel point cette tradition elle est vivante parce qu'elle évolue, que les objets donc évoluent avec le temps. Comme je vous le disais, si vous allez en péninsule arabique aujourd'hui, alors pas dans les villes, il faut plutôt aller dans le monde rural, chez les Bédouins, avant un repas, donc vous allez être accueillis avec des fumées d'encens. Donc on vous accueille, on vous sert le café, on vous sert les dattes, on vous sert également du thé. C'est un peu l'apéritif. Et puis, vous avez ce brûle-parfum donc, qui circule. Et donc, on s'imprègne des fumées. Et vraiment, ça vous parfume vos vêtements, les kéfiers, etc. Et il y a aussi l'idée derrière de purification avant le repas. Donc, aujourd'hui, le produit préféré, ce n'est pas l'encens au Liban, c'est le oud. Ici, vous avez un exemple dans une boutique. Vous en avez pour toutes les bourses. Ça peut atteindre des prix assez incroyables. Je n'en ai pas sur moi, mais il y a une boutique Arabian Oud sur les Champs-Élysées. Donc, si vous n'y êtes pas allé, je vous invite à y aller pour voir ces copeaux de bois qui sont très importants. Donc, on va les offrir lors des mariages, lors des fêtes, notamment l'Aïd, à la fin du Ramadan, l'Aïd El-Adha, l'Aïd Al-Kébir. Voilà, c'est un cadeau pour les fêtes. Et donc, on en fait brûler pour recevoir ses hôtes. Donc, pour conclure, donc, il s'agit probablement d'une tradition en thé islamique, cette manière de recevoir avec des parfums, parce qu'on a retrouvé dans des contextes en Arabie du Sud, donc le Yémen actuel, dans des niveaux pré-islamiques, des brûle-parfums qui étaient utilisés en contexte profane, pas les petits hôtels à encens, mais on n'a pas plus
de documentation que cela. C'est une tradition qui fait partie de ce qu'on appelle en arabe l'adab, c'est-à-dire le savoir-vivre. Adab, c'est à la fois le mot arabe pour littérature et pour savoir-vivre. Donc c'est vraiment une question de savoir-vivre, de ce qu'on pourrait, si on compare à la Grèce ancienne, ce qui fait la distinction entre la civilisation et les barbares. C'est quelque chose qui est attesté dans toutes les classes sociales. Ce qui va distinguer ces différentes classes sociales, donc ce n'est pas la pratique, ça va être les objets, donc en matière plus ou moins précieuse, ainsi que les matières parfumées, également plus ou moins onéreuses, selon les moyens. Et donc, c'est une pratique qui est encore très vivante, on l'espère, pour longtemps, si elle échappe à la folklorisation, puisqu'il y a beaucoup de... C'est un phénomène aussi là, qui touche actuellement la péninsule arabique, qui est entrée dans la modernité de plein fouet. Je vous remercie pour votre attention. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre 2 questions. Je suis sûre que vous en avez beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup aussi, d'ailleurs. Mais on prendra plus de temps un petit peu plus tard dans l'après-midi. Alors, merci beaucoup, c'était passionnant. On va accueillir Arnaud Alloy. Il n'est pas à l'écran. Et il est en train de se mettre. Il faut le mettre en mode diaporama. Ça, c'est pour m'auto-surveiller. Alors, Arnaud Alloy, que je suis heureuse d'accueillir, m'a dit que depuis qu'il avait terminé son doctorat en anthropologie en 2005, ses recherches s'étaient concentrées sur la manière dont la religion est apprise en explorant dans une perspective ethnographique et théorique l'influence mutuelle entre les dimensions cognitives, sensorielles, émotionnelles et sociales de l'apprentissage religieux. Il développe actuellement une nouvelle recherche en anthropologie de la santé sur les savoirs expérientiels de personnes atteintes de psoriasis. Mais aujourd'hui, il va nous parler du rite sacrificiel de Shango de Recife, un culte de possession afro-brésilien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de partager ces quelques idées et odeurs, je l'espère, avec tous ces spécialistes. Alors, je vais aller droit au but parce que j'ai beaucoup de choses prévues à vous dire en 20 minutes. La question qui va m'intéresser, c'est que font les odeurs aux rituels religieux et aux individus qui y participent. Et donc là, on est bien sur les odeurs et non pas nécessairement sur les parfums. Vous allez vite comprendre. Je m'intéresse aux pratiques olfactives. Autrement dit, je cherche à ethnographier, donc à décrire le plus précisément possible les activités liturgiques où des odeurs sont mobilisées ou manipulées. Et ma question aujourd'hui sera celle de l'efficacité rituelle qu'on peut entendre par ce que les odeurs font aux rituels et aux personnes qui y participent. Et cette idée est née lors d'une discussion avec un ami au Brésil, et on se disait, mais que perdrait une personne anosmique si elle devait être, par exemple, initiée dans cette religion afro-brésilienne. Alors, très, très, très rapidement, on a affaire à une religion initiatique d'origine yoruba, donc originaire d'Afrique de l'Ouest. Sa genèse remonte à la fin du 19e siècle. Elle est pratiquée aujourd'hui par quelques dizaines de milliers d'adeptes. Donc, je vous parle là du Shango, le Shango de Recife, qui est appelé par ses pratiquants le Candomblé Nago de Recife, qui est une des modalités du Candomblé, qui sont le terme générique qui désigne les religions d'origine africaine au Brésil. Les personnes du Shango rendent un culte aux orishas, les divinités d'origine africaine qui sont associées tantôt à la nature ou à des activités humaines. Le culte est organisé selon le modèle de la famille biologique. Les initiateurs sont appelés père et mère de saints, S-A-I-N-T, saints renvoyant aux saints catholiques qui ont été syncrétisés, on va dire, avec les orishas. Et les initiés sont les fils et filles de saints.
Donc, filho de santo, pai e mãe de santo. 4 grands piliers liturgiques. Bien sûr, l'initiation, on a affaire à une initiation longue dans le Shango de Recife qui dure 3 mois avec des longues réclusions qui peuvent aller jusqu'à 39 jours, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite. L'oracle, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. La transe de possession de type adorciste, c'est-à-dire qu'on a affaire à une transe de possession qui est recherchée et valorisée. Et le sacrifice animal qui va nous occuper lors de cette présentation. Alors, le premier constat, je ne sais pas si on peut employer le terme odoriphile, mais en fait, on a affaire à une religion odoriphile, c'est-à-dire une religion où les odeurs sont omniprésentes et on le verra, des odeurs souvent très intenses, avec notamment l'aménagement olfactif des espaces. Là, on voit des feuilles d'eucalyptus qui sont répandues au sein du temple et lors des rituels, des gros rituels publics, eh bien, les gens vont écraser ces feuilles d'eucalyptus qui vont répandre leur odeur, leur parfum. Beaucoup de fleurs également sont présentes dans l'aménagement de l'espace. Il y a des rituels qu'on appelle bains de feuilles. Feuilles, de manière métonymique, désignent les plantes sauvages qui sont associées à chacune des divinités. Et donc, ces plantes vont être travaillées, vont rentrer dans la constitution, dans la fabrication de bains avec d'autres substances que je n'aborderai pas ici. Également, un autre rituel qu'on appelle le bori ou obori, qui consiste à nourrir la tête de l'initié, et la tête ori de l'initié désigne à la fois son esprit et son corps. Et lors de cette fête, eh bien, on va lui donner à manger tout ce que la bouche mange et lui donner à boire tout ce que la bouche boit. Et donc également beaucoup d'odeurs, beaucoup de plats sont préparés. C'est une cérémonie qui dure un minimum 4 heures. Et les tokis, les fêtes publiques, dans lesquelles on le voit, beaucoup de fleurs à nouveau, mais également l'usage de ce qu'on pourrait appeler une forme d'eau de Cologne, très bon marché, mais qui est employé de manière abondante dans ces religions, car les esprits, enfin les orishas, les divinités et les personnes présentes, notamment pour appeler les esprits, sont littéralement aspergés de cette eau de Cologne, qu'on appelle alfazem. Alors curieusement, cette évidence phénoménologique, en gros, je veux dire, le premier contact avec le candomblé, souvent, il est olfactif avant d'être visuel, parce que vous n'avez pas accès, si vous n'êtes pas initié, à certaines pièces, notamment les pièces où sont entreposés les autels des orishas, mais le temple même est imprégné d'odeur, le sol est imprégné d'odeur, et cette évidence phénoménologique n'a jamais vraiment suscité l'intérêt des chercheurs afro-brésilianistes. Alors, il y a des raisons à cela, je ne vais pas revenir, je n'ai pas le temps ici, on pourra y revenir éventuellement dans la discussion ou plus tard dans la journée. Ce que j'ai proposé, c'est une olfactographie du rite sacrificiel du Shango, avec ses différentes étapes, et suggérer l'une ou l'autre piste théorique pour penser ce que, précisément, les odeurs font au rituel et aux personnes qui y participent. Alors, ma démarche était celle d'une ethnographie cognitive des perceptions. Ici non plus, je ne vais pas rentrer dans ce que cela implique méthodologiquement. Il y a des points communs avec l'anthropologie culturelle des sens qu'a développé David House et son épouse, mais il y a des points de divergence importants. À nouveau, on pourra revenir plus tard là-dessus. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, le rite sacrificiel, qui est appelé obrigação, est considéré comme un fondement du culte, un fundamento. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'orisha voit tout par le sacrifice, ce qui veut dire que tout dans le Shango passe par le sacrifice ou par l'offrande. C'est l'obligation qui commande à l'orisha, donc il y a vraiment ces dimensions aussi performatives du sacrifice. C'est à travers le sacrifice qu'on peut amener les divinités à agir en notre faveur. L'obligation est conçue comme un échange vital. Tout s'échange, nous dit Paulo, un Pai de Santo, l'animal s'en va, les personnes restent. Nous échangeons, offrant l'animal pour que nous restions. Et enfin, l'obligation qu'on transfert vital de l'aché, aché à Cuba, c'est un peu le mana afro-brésilien, si vous voulez. Au singulier, aché désigne la force vitale qui habite tous les êtres vivants et qui est mise en circulation au sein des différents rituels. Et les achés, c'est toutes les substances et les matières qui en contiennent, avec la substance de prédilection qui est le sang sacrificiel. Alors, les circonstances qui mènent à une obligation, c'est une promesse individuelle,
une initiation, un sacrifice annuel. Les offrandes peuvent être modestes et diriger un seul orisha, ou bien être impliqués tous les orishas du Panthéon, engageant alors le sacrifice de plusieurs dizaines d'animaux, sachant que pour un animal à 4 pattes, il faut sacrifier pour chacune de ses pattes un animal à 2 pattes. Et si on sacrifie un bœuf, pour chacune des pattes de bœuf, il faut sacrifier un animal à 4 pattes. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite. Le rite sacrificiel est organisé en différentes étapes, chacune avec, on pourrait dire, sa signature olfactive. Alors si j'avais aussi des petites bandelettes pour faire sentir, ce serait beaucoup plus efficace. Mais là, j'aurais juste des images. Alors l'hypothèse générale, c'est que les odeurs participent activement à l'efficacité rituelle, c'est-à-dire à faire ce que le rituel prétend faire. La question, c'est comment? Alors, une première étape, c'est la préparation des autels. Les autels qu'on appelle assentus ou assentamentos, qui sont composés de hotins, c'est-à-dire des pierres. Alors, les pierres ne sont pas des symboles ou ce ne sont pas des représentations de l'orisha. Les pierres sont considérées être des matérialisations de l'orisha. Vous devez, par exemple, en tant qu'initié, trouver votre orisha, trouver votre pierre. Des ferraments qui désignent les fers. Vous voyez, ça peut être des fers forgés ou des fers dans l'hôtel ici de Ogun, qui est l'orisha de la guerre et l'orisha forgeron. Eh bien, il y avait une pièce de moteur, en fait, le moteur d'une voiture. Des bouzius, qui sont les kauris, ces petits coquillages qui servent à la divination, des fruits secs, des objets divers, etc. Et tout cela va être réveillé à travers le souffle. Donc, les personnes vont boire de l'eau qui est dans les petites jarres, et va souffler cette eau sur les autels, ainsi que du poivre de la côte, qui est un poivre qui vient d'Afrique, la cachasse, qui est le rhum brésilien. Deuxième étape, c'est le sacrifice animal à proprement parler, avec la préparation des animaux. On va nettoyer les animaux, on va leur nettoyer les pattes, éventuellement le poil s'ils sont sales, etc., ou les plumes. Le nettoyage spirituel, on va par exemple frotter les animaux à plumes sur le corps et sur la tête des candidats à l'initiation, par exemple, et la formulation des vœux, où en fait il va avoir un contact du visage avec l'animal, soit de son front, soit les plumes de l'animal vivant, et on va s'adresser à lui, on va lui susurrer à l'oreille ce qu'on attend de lui, et on va le remercier de donner sa vie en notre faveur. La deuxième partie, c'est la mise à mort de l'animal, où là, il s'agit de nourrir l'orisha. Le sang sacrificiel va d'abord être récolté dans l'autel sur les hotins et les ferraments, et puis, dès que la tête a été décrochée du corps et que le gros du sang était réparti dans l'autel, eh bien, le corps lui-même de l'initié va devenir autel et l'initié va être littéralement baigné dans le sang de l'animal. On va voir qu'il y a quelque chose... Enfin, il existe une théorie vernaculaire qui accorde beaucoup d'importance à l'imprégnation, à la fois à l'imprégnation par les substances propres à l'orisha, mais également par les odeurs qui le caractérisent. Troisième étape, la cuisine rituelle, avec les abats des animaux qui sont nettoyés puis bouillis ou frits dans de l'huile de dendé, qui est de l'huile de palme rouge, avec du piment, du charbon, sur des feux à charbon ou des gazinières. Je vais rapidement. Les reins, c'est la viande rouge qui doit être ici, avant d'être cuisinée, déposée au pied de l'autel para ou orisha sherar, c'est-à-dire pour l'orisha sentir l'odeur de la viande, avant qu'elle ne soit cuite. La confection des autels, un autel comme celui que vous voyez à votre droite, ça prend au moins 5 heures. Parce qu'il y a toute une série de couches, et puis le schéma de l'animal doit être reproduit, et puis, il y a toute une série de règles à suivre. Et là, c'est Iguarassi, un païen saint, qui disait « J'aime l'odeur du sang lors de l'obligation, et lorsque se mêle l'odeur de sang avec celle de la nourriture cuisinée dans l'huile de palme rouge, c'est excellent. » Tu vois, tu entres dans le quartz du saint, ou là où sont disposés les autels, et il y a cette odeur, n'est-ce pas? Et même après 3 jours, lorsque tu as nettoyé et qu'il reste cette essence, j'aime beaucoup. Donc, il y a vraiment un rapport esthétique, je vais dire, à ces odeurs. Ensuite, c'est le nettoyage, où on a des odeurs très fortes de nourriture en décomposition, par exemple dans des lieux qui peuvent faire 50 degrés en été et qui vont rester là pendant 3 jours. Et là, on va transposer donc la nourriture depuis les autels dans des casseroles qui vont être portées sur les lieux de prédilection des orishas.
avec cette persistance de l'essence de ces odeurs à la fois dans le sol et dans les murs, ou dans certains temples, on va refuser de mettre du carrelage de manière à ce que le sol puisse s'imprégner de l'odeur des obligations précédentes. Donc on a ces différentes étapes. Et un trait marquant de ce cheminement olfactif propre à l'obligation est la prégnance d'odeurs d'origine organique et de leur transformation. Alors l'initié se voit littéralement imprégné des odeurs relatives à la transformation des animaux sacrificiels, avec la préparation des autels et les odeurs des animaux vivants lors de la première étape, l'odeur du sang sacrificiel, les corps d'animaux sacrifiés et le corps-autel lors de la deuxième étape, les effluves de la cuisine rituelle avec les offrandes, la décomposition et les traces olfactives. On a donc ici un cycle de transformation de la vie à la mort et des odeurs qui inévitablement accompagnent cette transformation. Alors, j'en viens aux pistes théoriques. J'ai une hypothèse générale et 4 pistes théoriques. Alors, je vous les livre, hop, ici. L'hypothèse générale, c'est la fonction métonymique des odeurs qui a été proposée par David House dès 1987, sur laquelle je reviens rapidement, et 4 pistes théoriques qui permettraient d'expliquer comment les odeurs agissent. Une première piste, ce sera la dimension émotionnelle des odeurs, leur conditionnement olfactif et évaluatif, je vous expliquerai ce que c'est, la théorie indigène de l'imprégnation et le caractère liminal des odeurs. Qu'est-ce que la fonction métonymique des odeurs? Alors, je vais aller très rapidement et je m'en excuse par avance. David House nous dit, c'est parce que les odeurs émanent toujours de leurs objets et qu'habituellement elles signalent le processus de transformation, par exemple la cuisson, la putréfaction, qu'elles sont utilisées comme médiateurs et comme support aux transitions entre catégories sociales. Quel est l'intérêt et quelles sont les limites de cette hypothèse? L'intérêt, je pense que là, il a vraiment capturé un processus potentiellement à l'œuvre dans de nombreux rituels visant à une transformation de type possession, initiation, thérapeutique, deuil, où les odeurs sont omniprésentes. Ou en gros, si vous voulez, le processus de transformation des odeurs vient mimer le processus de transformation symbolique que l'on recherche à travers le rituel. Les limites, c'est qu'il s'intéresse peu à la manière dont les odeurs agiraient effectivement dans ce processus de transformation au niveau de l'expérience des individus. Et son argument porte essentiellement sur le changement de catégorie sociale induit par l'usage rituel des odeurs, alors que ma proposition va porter davantage sur les potentiels processus cognitifs sous-jacents à cette transformation. Et donc l'intuition de David House me semble tout à fait pertinente, mais elle manque dans sa formulation de 87 de précision analytique. Alors quelles sont les pistes? Tout d'abord, le caractère hautement émotionnel de notre système olfactif, qui s'expliquerait en grande partie par sa connexion anatomique directe avec le système limbique, le siège des émotions. Ensuite, c'est le fait de considérer les émotions comme des modalités d'engagement dans le monde. Les émotions agissent au quotidien tels des écho-radars de ce qui se joue dans la situation où elles apparaissent, comme des moyens d'explorer le terrain de ce qui nous importe, de ce qui compte pour nous, de ce dans quoi nous sommes pris affectivement. Quand je demande à mes étudiants c'est quoi l'inverse d'une émotion, c'est l'indifférence. Et donc, en l'occurrence, ce qui est en jeu dans le rite sacrificiel, c'est la transformation de l'animal en offrande et son acceptation par l'orisha, mais c'est également la transformation du novice dans sa relation avec son ou ses orishas. Il y a une très belle expression de Julien Bonhomme qui parle des émotions comme un précipité sensible d'une relation. Deuxième piste, le conditionnement olfactif évaluatif. Qu'est-ce que c'est? Très succinctement, c'est un type d'apprentissage associatif de nature affective. Autrement dit, c'est un processus d'apprentissage associatif qu'étudie beaucoup, notamment les psychologues du développement, entre odeurs et émotions, qui est différent du conditionnement pavlovien, qui s'intéressait d'abord à des réponses réflexes, alors qu'ici, ce qui est associé aux odeurs, ce ne sont pas des réflexes, mais bien des configurations émotionnelles. Aussi, une caractéristique de cet apprentissage associatif, c'est qu'il peut nous agir inconsciemment ou de manière subliminale. Et ce conditionnement olfactif est très résistant au phénomène d'extinction. Par exemple, dans le cas de Pavlov, si vous arrêtez d'associer ce que vous présentez au chien avec le tintement de la petite sonnette, eh bien, l'association va s'éteindre. Dans le cas de
de l'apprentissage associatif dont il est question ici, eh bien, ce phénomène d'extinction a tendance à ne pas s'éteindre, justement, de par cette association intime entre odeur et émotion. Alors, il y a 2 épisodes, je vais pas rentrer dans le détail, c'est 2 épisodes, je vais en dire, auto-ethnographiques. Un premier épisode, je le fais très rapidement. Donc, moi, de par mon parcours dans cette religion, j'étais très vite phagocyté, et donc je suis passé par le rituel initiatique, où j'ai découvert que j'étais sujet à la transe de possession. Et donc, j'ai suivi les enseignements, entre guillemets, qui vont avec. Et lors de mon dernier voyage en 2014, j'étais à Nice, je me promenais dans une rue. Et à un moment donné, j'ai failli être pris. C'est-à-dire, j'étais figé sur place et tous les signes avant-coureurs d'une transe de possession m'ont assailli d'une certaine manière. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, j'ai fait mes petits exercices pour éviter que mon orisha n'arrive dans la rue Pérolière à Nice. Et je suis revenu en arrière. Et en fait, c'était l'odeur de viande en décomposition dans une poubelle à côté d'une boucherie. Et c'est cette odeur qui a été, comme diraient les Afro-Brésiliens, qui a été chercher mon orisha. Un autre épisode, c'est lors de ma première possession, enfin eux ils disent manifestation dans le Shango de Recife, eh bien ma divinité, la divinité de la chasse, et donc j'étais devenu un chasseur, et donc j'ai des flashs, j'ai des flashs à la fois visuels et j'ai des flashs olfactifs de cet épisode, et parmi les flashs olfactifs, l'odeur d'une bête qui gisait à mes pieds. Donc, je me suis demandé pendant longtemps d'où me venait cette odeur. Et 10 jours après le rituel, je me suis souvenu d'un épisode où mon père, on habitait dans les Ardennes belges, avait percuté un sanglier avec son pick-up. Et c'était la nuit, donc il y avait les phares sur l'animal. Et on est allé voir. Et en fait, quand je me suis penché sur l'animal, il était éventré. Et cette odeur de l'animal éventré m'avait à nouveau assailli à l'époque, et c'est cette odeur-là que le rituel a été recherché lors de ma possession. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la question initiale ? C'est que dans l'épisode 1 illustre ce que le rituel fait aux odeurs, à savoir lester certaines odeurs de la charge émotionnelle de tout ce qui se trame rituellement. C'est-à-dire le rituel va vraiment charrier, je vais dire, tout ce qui se trame autour des odeurs au cours de l'activité rituelle. Et donc, une odeur est associée à une réponse émotionnelle qui devient le déclencheur privilégié d'un nouvel épisode. Et dans l'épisode 2, illustre ce que les odeurs peuvent faire au rituel, à savoir en enrichir ou en intensifier le vécu grâce à leur capacité à évoquer des souvenirs, des sentiments, ainsi que tout un champ symbolique propre à l'histoire d'un individu ou d'une collectivité. Troisième piste, ce que me dit un initiateur, toi-même n'es-tu pas resté 21 jours dans le PJ, donc l'endroit où il y a les hôtels, avec cette odeur forte de l'obligation, avec la tête de porc. Je ne peux passer que ce par quoi je suis passé. Celui qui n'est pas passé par là n'a pas le droit de parler plus fort, c'est-à-dire faire valoir son opinion. Ce que nous dit le chef de culte, c'est que l'imprégnation olfactive du corps de l'initié, tout comme des objets cultuels et des espaces liturgiques, compterait parmi les moyens mis en œuvre pour susciter le type d'expérience et de transformation qui est recherché et surtout légitimer l'initiation dans le Shango de Recife. Quatrième piste, c'est la dimension liminale des odeurs. Et là, comme nous dit Alfred Gell, les odeurs apparaissent souvent pour indiquer un passage entre matérialisation et dématérialisation, lorsque des choses sont en phase d'apparaître ou de disparaître. Et David Parkin va reprendre cette idée, sans pour autant, si je me souviens bien, citer Gell, où il va montrer que voilà, on a affaire à un continuum avec des odeurs concentrées dans des substances et des objets et des matières, notamment, on l'a vu cette matinée avec l'encens, etc., mais également des odeurs véhiculées par la vapeur, par le souffle, la fumée, le vent, l'air, et des odeurs comme émanation éventuelle de la présence d'esprit. Alors, une odeur, en fonction du contexte où elle sera sentie ou ressentie, peut donc relever d'une matérialité invisible, c'est-à-dire l'émanation invisible de quelque chose de matériel, ou d'une immatérialité visible, c'est-à-dire l'émanation perceptible
d'un être immatériel. Alors, je prends le cas au Brésil, par exemple, les gens qui ne sont pas du candomblé ont très peur du cheiro de macumba. En gros, c'est l'odeur de la magie noire, quoi. Et donc, les magasins qui vendent des articles spécialisés, il y a des gens qui changent de trottoir pour ne pas être touchés par l'odeur, par exemple. Ou bien, David Parkin nous donne l'exemple de l'esprit Popowaba à Zanzibar, qui a un esprit qui se manifeste par une odeur infecte. Et c'est un esprit dont tout le monde a peur parce que c'est un esprit violeur, sodomite, enfin, tous les gros défauts que vous pouvez imaginer, je vais dire, sont incarnés par cet esprit, très violent par ailleurs. Et donc, là, on voit comment, je vais dire, une odeur peut être l'émanation d'un être immatériel. Pour conclure, on a donc eu 4 pistes théoriques pour essayer de rendre compte de la fonction métonymique des odeurs et donc de ce qu'elles font aux rituels et aux personnes qui participent, leur charge émotionnelle, les apprentissages associatifs évaluatifs dont elles font l'objet, le phénomène d'imprégnation et leur liminalité entre visible et invisible, entre matérialité et immatérialité. Et donc ces caractéristiques phénoménologiques des odeurs font d'elles, je pense, des candidats de choix pour inscrire, et c'est ça qu'elles font, je pense, dans le concret de l'expérience vécue, les transitions et les transformations recherchées par les rites à visée adorciste ou exorciste, thérapeutique ou initiatique. Autrement dit, les odeurs auraient ceci de particulier qu'elles rendent opératoires en incarnant, en catalysant, en endoctrinant. Les gens du candomblé parlent de doctrinar ou corpo, d'endoctriner le corps, ou encore en imprégnant dans l'expérience affective, dans l'expérience sensible, les transitions et transformations sociales et symboliques auxquelles aspirent les rituels où elles sont mobilisées. Je vous remercie pour votre... Alors, comme j'ai été très vite, j'ai passé sur plein de choses. J'ai écrit un article où je reprends tout ça de manière beaucoup plus circonstanciée. Je crois qu'il y a beaucoup de questions, mais malheureusement, on est pris par le temps et on profitera des pauses peut-être pour vous poser individuellement des questions. Mais en tout cas, Ça va. merci beaucoup, c'était passionnant. Merci.